Bayrou protège-t-il les PEDO? On va se poser cette question aujourd'hui avec Dr Zoé parce qu'il y a eu des révélations, choc dans Mediapart, par rapport à des choses qu'aurait su, notre premier ministre, Bayrou, et qu'il aurait caché concernant, des agissements un peu illégaux de prêtres, dans une école, catholique dans lequel lui-même avait mis ses enfants d'ailleurs. Il semblerait qu'il était au courant, mais qu'il ait affirmé qu'il ne l'était pas, alors qu'en fait, maintenant, on a les preuves que si. Enfin, c'est ce qu'affirme Mediapart. En tout cas, on accueille Dr Zoé et puis on commente cet article de Mediapart. Comment ça va, Dr Zoé? Salut Padu, bah écoute, ça va. On va parler de trucs pas méga joyeux. Ça met un peu Bérou dans la sauce. Bon, visiblement, il y a des trucs. C'est vachement plus grave de parler du bonnet d'un homme parce qu'il a un nom à consonance arabe et qu'il a la pommade et que ça le fait virer de la télé plutôt que de parler de ça, parce que ça fait beaucoup moins les gros titres. Mais effectivement, il y a cet article de Mediapart qu'on va vous lire et qui va être très intéressant parce que ça va parler globalement des problèmes liés à la PEDO-criminalité et tous les systèmes autour qui font que ça a pu être aussi massif et que ça continue à être aussi massif. Moi, je vais avoir plein de questions à poser, notamment François Bayrou, qui aurait peut-être couvert les agissements de personnes qui auraient agressé des enfants dans l'institution catholique où ses propres enfants étaient scolarisés. François Bayrou est-il contre l'éducation relationnelle, affective et sexuelle aux enfants pour leur apprendre qui a le droit ou pas de les toucher et globalement que personne n'a le droit de toucher leur corps, de les dénuder, etc. etc. François Bayrou est-il contre les personnes qui ont fait ça dans cette école sont-ils contre? Et s'ils sont contre, est-ce que cela ne serait pas une manière de confirmer le fait que les seules personnes qui ont intérêt à ce qu'on ne fasse pas ce type d'éducation aux enfants sont ceux qui les agressent ou ceux qui sont complices de ceux qui les agressent? Voilà, ça va être notre question, je pense. Donc allons-y. Donc, Mediapart nous dit viol sur mineur à Bétarame, les mensonges de Bayrou pour défendre une institution catholique. Des prêtres et des surveillants du pensionnat Notre-Dame de Bétarame, près de Pau, sont visés par une centaine de plaintes déjà. Mmh. Malgré, mais il savait pas, hein, il savait pas. Malgré Mmh. l'ampleur, on rappelle qu'il est maire de Pau, hein. Malgré l'ampleur du scandale, François Bayrou, qui a scolarisé ses enfants, jure qu'il ignorait tout. C'est marrant comme il y a une passion pour l'école privée par ceux qui sont censés gérer le budget de l'école publique, hein. C'est assez étonnant. Plusieurs documents et témoignages recueillis par Mediapart prouvent le contraire. Le nombre vertigineux de plaintes déposées par des anciens pensionnaires de Notre-Dame de Bétarame, donc c'est 112, dans la commune de l'Estel de Bétarame, dit toute l'ampleur du scandale qui touche cet établissement privé catholique situé dans la campagne béarnaise à une trentaine de kilomètres de Pau. Putain, 112 plaintes! 112, hein, 112, hein. Imaginez, 112! T'imagines le nombre de gens du coup qui ont dû être touchés? Parce que pour qu'il y en ait 112, ça veut dire qu'il y en a plein, bien plus qui n'ont pas porté plainte, tu vois? exactement. 112, 112. Imaginez si c'était des personnes sous OQTF. Juste, hein. Imaginez ça, hein. Bref. Depuis, tu les aurais défendus, hein. Si tu avais été des personnes sous Bien OQTF, tu sûr, les mais aurais défendus, tu aurais dit: «Ouais, voilà, c'est de l'islamophobie de critiquer des violences sous OQTF». Je connais ton discours de gauchiste, hein. mmh. Alors, c'est peut-être juste le moment, on va lire l'article ensuite, mais de rappeler que le gros rapport parlementaire qui a été fait sur les violences sexuelles commises par le clergé dans l'Église catholique, enfin, il n'y avait pas que le clergé, il y avait aussi des laïcs, mais dans le cadre d'institutions catholiques, est estimé à 330 000. 330 000 personnes. Voilà, c'est petit chiffre comme ça. Donc, depuis octobre 2023 et la création d'un collectif d'ex-élèves aujourd'hui adultes, les témoignages dénonçant des violences physiques, agressions sexuelles et pédocriminelles commises par des prêtres et des surveillants ou même entre résidents s'accumulent sur le bureau du procureur de la République. Les récits portent sur une période qui s'étale de 1950, pour les faits les plus anciens, aux années 2010. Et puis en plus, tu vois, genre ça dure sur 60 ans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un système qui perdure, structuré. C'est pas juste un type problématique dans l'école, tu vois. Parce que c'est Mmh. souvent ce qu'on va dire, on va viser, tu sais, le pire prêtre là-dedans ou le pire surveillant. Puis on va dire, ah, ce mec-là, c'était horrible. Ah oui, d'accord, tu vois, peut-être. Mais ça veut dire quand même que c'est structuré de telle manière que sur 60 ans, tu peux avoir plusieurs personnes qui agressent, tu vois.
quand même très étonnant et que même entre résidents, il y a des agressions, quoi. Oui, oui, bah, c'est comment des systèmes entiers, fonctionnent sur, la normalisation de la violence sexuelle, sa perpétuation. Ça marche parce que, les gens reproduisent ça, ça marche parce que les mecs qui sont auteurs se sentent autorisés à le faire, ça marche parce que les victimes ont honte et quand elles parlent se font vous allez voir, l'article en parle, hein, mais se font bouler en fait, personne les écoute, on remet leurs paroles en doute et cetera et cetera et ça marche aussi parce qu'il y a des mecs peut-être que François Bayrou en a fait partie, qui quand on les alerte choisissent de protéger, les personnes en situation de pouvoir qui appliquent la violence plutôt qu'aller protéger, les éventuelles victimes. Ça demande dans le chat 330 000 sur quelle période? À peu près la même période que les 112, dans cet établissement, c'est-à-dire entre les années, 50 et aujourd'hui. 330 000. Alain Esquer, ancien élève à l'origine du recueil des plaintes, évoque des violences physiques et surtout beaucoup d'adoucissements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans. Putain, 8 à 13 ans en plus, Mmh. c'est vraiment des enfants très jeunes. Petit à petit, d'anciens internes racontent eux aussi le calvaire qu'ils ont vécu dans cette institution très connue dans la région et disent avoir été violemment frappés, masturbés de force ou vus par des surveillants ou des prêtres qui régnaient sur l'établissement. Face à ce scandale, l'une des affaires de violence les plus importantes en France, le silence du Premier ministre interroge. Les plaintes et les témoignages se multiplient, mais François Bayrou, maire de Pau, ancien président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et ex-ministre de l'Éducation, garde le silence. Putain, je suis désolé, là je deviens complotiste. Le mec, il savait, le gars était maire de Pau, ancien président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ministre de l'Éducation, et il savait pas, tu sais. Il était pas du C'est tout au courant de ce encore truc, et pire. ses enfants étaient là-bas, tu vois. C'est encore pire que ça, pas du tu vas voir, c'est encore pire que ça. Il n'a pas publié de communiqué, pas posté de message sur les réseaux sociaux, les mecs qui réagissent à un gars avec un bonnet à la télé, par contre ça ils réagissent Mmh. pas. Et pas pris la parole pour condamner les faits ou simplement soutenir les plaignants malgré les répercussions de cette affaire. Surtout, l'une des rares fois où l'actuel Premier ministre, qui a scolarisé plusieurs de ses 6 enfants à Notre-Dame de Bétarame, où son épouse a aussi enseigné le catéchisme, d'accord, Mmh. a été interrogé sur son niveau de connaissance du scandale. Il a livré une explication mensongère affirmant qu'il ignorait tout. C'est vrai que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat, mais en plus lui-même en a mis des claques. Oh le troll quoi. Mais de risque sexuel, je n'en avais jamais entendu parler, a-t-il C'est vrai qu'il paraît juré. qu'une fois un enfant, a mis un coup de marqueur sur une table, ça nous a beaucoup inquiétés, mais bon, tout le reste, je suis pas au courant, hein. Oui, oui, François, bien sûr, oui. A-t-il juré aux Parisiens en mars 2024. Or, d'après plusieurs témoignages recueillis par Mediapart, François Bayrou ne pouvait pas ignorer les accusations qui pesaient déjà sur l'établissement à la fin des années 90. Il a même rencontré le juge saisi d'une affaire de violence sexuelle en 1998. Eh oui! Donc il était pas au courant le gars, hein. Il Il avait savait pas. oublié. Il a mis Il courte. avait oublié qu'il était allé rencontrer le juge en charge, de l'enquête, hein, mais sinon il savait pas, il était pas au courant. Des parents d'élèves et une enseignante disent aussi l'avoir alerté au moins à 3 reprises. 2 ans Mmh. plus tôt, putain, au moins à 3 reprises, enseignants parents d'élèves, hein. 2 ans plus tôt, en 1996 donc, il s'était aussi rendu en tant que ministre de l'Éducation dans les locaux de Bétarame pour soutenir l'établissement à la suite d'une plainte d'un parent d'élève. L'odeur du mec, quoi. Mmh Alors je sais pas mh, pourquoi elle a été la mmh. plainte, mais le gars, quand faut soutenir contre un parent d'élève, il est là. Par contre, quand il y a des centaines de plaintes pour agression sexuelle, il est pas là, quoi. Invité Non, à mais il le réagir. connaissait le gars, il savait que c'était un gars bien. Tu vas voir, c'est ça qu'il va dire. Il dira: «Oh non, non, Didier, super mec, hein. Franchement, top gars, moi je suis sûr qu'il y a pas de problème, hein». Invité à réagir à ces informations, le locataire de Matignon n'a pas souhaité nous répondre. En 1996, le ministre Bayrou défend Bétarame. En 1996, Notre-Dame de Bétarame connaît sa première affaire judiciaire. Un surveillant général est condamné en juin de cette année pour avoir violemment frappé un enfant de 14 ans, lui laissant des séquelles à vie. C'était il y Oh. a 30 ans, hein. C'était il y a 30 ans. Mon fils a perdu une partie de l'audition. Les médecins n'ont pas pu sauver son oreille, mais le niveau de violence des surveillants du truc, quoi, c'est la folie, hein. Témoigne son père, Jérôme, qui a accepté pour la première fois de s'exprimer auprès de Mediapart. Devant l'inertie de la direction, après le dépôt de plainte en 1996, le père du jeune garçon multiplie les actions. Il alerte l'association des parents d'élèves et distribue les tracts à la sortie de l'établissement. Donc sur le tract, il y a marqué info, action, réaction à tous les collégiens, lycéens, parents de la part de machin. La fin de l'année, nous désirons vous sensibiliser sur les droits de sévir brutalement par des coups beaucoup trop forts, voire
dangereux, traumatisent de l'oreille interne par des méthodes plutôt barbares de sanctions en cette fin de siècle. Au même prix, sans supplément, le savoir-faire et le savoir-vivre peuvent se réaliser, car nous devons nous sacrifier financièrement pour nos enfants. Vécu environ 1 heure de supplice pénitentiaire dehors en slip, tongs, sans chaussettes, mardi 5 décembre au soir, sur le perron par une température avoisinant 0 degré. Genre, ils foutent des gamins dehors 1 heure par 0 degré en slip. C'est de la torture, hein. Ça s'appelle de la torture, en fait, hein. Quelques autres punis étaient habillés à ses côtés. Est-ce normal de nos jours? Putain, mais. Alors moi, question, est-ce que les mecs qui sont accusés d'avoir fait au minimum 112 victimes de violences sexuelles ont été mis en slip dehors en plein hiver? Question. Quel autre à 21h55, il se fait prêter une carte téléphonique nous alertant en larmes, effondré, désespéré, gelé par le froid glacial dans une situation psychologique dangereuse. C'est injuste. Il n'avait même pas chahuté. Nous l'avons emmené aux urgences de Pau où le pédiatre Dr Chpaki a constaté son état. Il se repose quelques jours, il attend de connaître son avenir scolaire à Bétarame, il vous attend. Monsieur Prota, président machin, doit organiser une réunion de vie sur le trottoir, soyez nombreux à manifester, il faut agir et réagir. Donc voilà, ça fait 30 ans que ça dure, quoi, le truc, quoi. Ça fait 30 ans que les mecs alertent. Bérou, il découvre ça maintenant, alors que ses gamins y étaient, qu'il était ministre, mis au courant de l'affaire et tout, quoi. À l'époque, l'affaire fait grand bruit, elle donne lieu à des articles de presse et des reportages, y compris au niveau national. Des comités de soutien à Bétarame sont créés en Béarn, mais aussi à Paris, avec les anciens élèves Jean-Charles de Castelbajac ou le député Michel Péricard, par exemple. À Pau, ça va être un truc de Bourges un peu pour qu'il y ait des anciens élèves qui soient députés. À Pau, plusieurs avocats Après, importants. tu connais beaucoup de prolos qui s'appellent Jean-Charles de Castelbajac. Question. À Pau, plusieurs avocats importants du barreau font bloc autour de Serge Legrand, l'avocat de Bétarame que Bérou connaissait bien. Le pénaliste, mort en 2019, était aussi engagé en politique lors des élections cantonales de 85. Il avait été investi par l'UDF, le parti de François Bayrou à l'époque, dans le canton de Nez-Est, où l'actuel Premier ministre est né et réside avec sa famille. Mais celui qui était alors ministre de l'Éducation nationale explique aujourd'hui qu'il était passé à côté de l'affaire. Seule l'une de mes filles se souvient d'une affaire de claque donnée par un surveillant, a assuré François Bayrou à la République la République des Pyrénées en mai 2024. Est-ce crédible? Impossible, mon fils était dans la même classe que le sien. Calixte Bayrou, putain, il s'appelle Calixte, son fils. Rappelle Jérôme qui affirme le ministre fuyait la presse pour ne pas évoquer l'affaire. À l'époque, j'étais furieux contre son absence de réaction. Françoise Gulung, enseignante de mathématiques à Bétarame, avait également dénoncé les maltraitances sur les élèves dont elle avait été témoin et dit elle aussi avoir alerté directement le ministre. Au journal Le Point, elle confiait en juin 2024 avoir tenté d'alerter Elisabeth Bayrou, puis avoir prévenu son époux à l'occasion d'une remise de médaille. Il a minimisé en disant que j'exagérais sans doute un peu, témoigne-t-elle. Je sais que l'infirmière de l'école lui a aussi écrit des courriers. Jamais personne ne m'a alerté sur ce sujet, du moins dans mon souvenir, dément à nouveau François Bayrou dans l'hebdomadaire. Vous imaginez bien que si quelqu'un m'avait indiqué des faits de cet ordre, jamais je n'aurais scolarisé mes enfants. Alors ça, c'est justement faux. C'est des mecs qui pensent que ça file droit. Lui-même, il donne des claques à des gamins quand il est filmé. Donc, faut arrêter de croire que ce mec est contre ce genre de choses, quoi. Et ça serait pas du tout le premier parent, y compris issu de milieux extrêmement bourgeois, qui considère qu'il est normal de brutaliser les enfants. Et que si jamais les enfants dénoncent des faits, notamment des faits de violence sexuelle, c'est eux qui mentent et qui protègent l'adulte, hein. Ça ne serait pas du tout la première fois. Je ne dis pas qu'il l'a fait, évidemment. Loin de nous l'envie de se rendre coupable de diffamation, je vous le rappelle, c'est vraiment pas notre genre ici. Mais voilà, c'est déjà arrivé dans l'histoire, beaucoup. Des explications à peine croyables selon la journaliste Marie-Pierre Farkas. Il ne pouvait pas ignorer ce scandale, estime cette reportrice qui s'était rendue sur place le 10 avril 1996 pour un sujet qu'elle réalisait pour le JT de 13h. Alors, surtout, le François Bayrou contemporain est démenti par le François Bayrou 1996. Oh mince, le François du passé a trahi le François du futur. Un mois après le dépôt de la plainte pour violence physique sur le fils de Jérôme, tandis que le scandale avait mis la région en ébullition, le ministre de l'Éducation s'était rendu lui-même à Notre-Dame de Bétarame pour apporter son soutien à l'établissement à l'occasion de la réception de travaux de toiture, révèlent les archives du quotidien Sud-Ouest. François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, ministres respectifs de l'Éducation nationale et de la Culture, ont communié hier après-midi dans La Piété mariale, indique un article daté du 5 mai 1996.
Avant de citer ces mots prononcés par François Bayrou devant la presse, nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux, un sentiment d'injustice. Puis il ajoute toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications étaient favorables et positives. Le reste suit son cours. Les autres instances doivent s'exprimer, qui doivent s'exprimer, le feront. La condamnation du surveillant un mois plus tard a donné tort aux déclarations favorables et positives du ministre, devenu amnésique sur le sujet depuis. C'est vrai que le mec, il les a soutenus à gogo à l'époque et il s'est fait débunker par le réel qui a condamné le surveillant. Et après, il a dit qu'il s'en souvenait plus, quoi. Une seconde affaire à la une des médias. En 1998, nouveau scandale. L'ancien directeur de Notre-Dame de Bétarame, le père Caricard, est mis en examen, accusé d'avoir violé un enfant interne de l'établissement. Ah. Christian Mirande, juge d'instruction à Pau, que François Bayrou connaît également bien, est saisi du dossier et décide de placer le père Caricard en détention. Celle-ci n'est que de courte durée. Le père est finalement laissé libre et exfiltré au Vatican. C'est bizarre quand même, ces histoires de... ces mecs, j'ai l'impression qu'ils sont toujours pour serrer la vis, pour l'autoritarisme et tout ça, mais par contre, ils ont des potes qui commettraient des infractions et qui seraient exfiltrés en douce. Ça aurait été encore une fois un migrant, je ne sais pas si ça serait passé comme ça. Alors, au sein de l'Église catholique, dans tout le rapport Sauvé qu'il y a eu sur les violences sexuelles au sein de l'Église catholique, en fait, c'est une méthode classique de prendre les gars qui commencent à être merdiques. Alors, il y a pour trouver ça normal de savater la gueule des mômes, etc., ça, il n'y a pas de problème. Alors, je dis pas que tout le monde dans les personnes catholiques et dans le clergé catholique sont comme ça, hein, mais une partie de l'institution, en tout cas, c'était le cas. Et dans les méthodes, il y avait le fait, par contre, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les agresseurs. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve extrêmement souvent dans les cas de violences sexuelles, c'est-à-dire de trouver en permanence que la victime, c'est peut-être elle qui s'est mis un peu dans cette situation, etc., etc. Par contre, le pauvre petit agresseur, donc là, c'est le pauvre pécheur, il faut qu'il se confesse. Il a un peu péché, mais bon, après tout, est-ce qu'on peut pas le pardonner et tout. Alors, en plus, moi, si vous voulez, moi, je suis pas pour prison à vie pour 100% des gens tout le temps, etc. C'est pas la question, mais en tout cas, là, c'était des mecs qui étaient non seulement pas condamnés, la victime n'était pas reconnue comme victime, mais en plus, ils étaient exfiltrés et bougés d'endroit. On les empêchait pas forcément d'être au contact d'enfants, hein. Et ce qu'on a beaucoup fait, notamment, c'est de les envoyer particulièrement en Afrique, ou par exemple dans des endroits au Canada où c'était des enfants indigènes, en fait, hein, qui étaient au contact de ces prêtres agresseurs qui ont continué du coup à agresser. Mais parfois on les déplaçait même dans la France, hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas du tout de protéger les gamins, pas du tout, ni de les réparer. Le but, c'est vraiment que surtout personne n'en parle et de jamais remettre en question le système qui crée ce type d'horreur. 330 000 enfants, hein, je rappelle, hein. Alors, on en est du coup au moment où le père est exfiltré au Vatican. Il se suicidera quelques semaines plus tard alors que le juge Mirande venait de le convoquer à nouveau après avoir reçu une deuxième plainte pour des violences sexuelles sur mineurs. Là encore, si François Bayrou jure qu'il ignorait tout, plusieurs témoins de l'époque le contredisent. Pour Thierry Sagar-Douato, l'avocat du premier plaignant pour viol, il est évident qu'il avait été avisé de la plainte et que certaines discussions ont eu lieu sur le thème. Est-ce bien sérieux ? Selon nos informations, Elisabeth Bayrou s'était même rendue aux obsèques du père Caricard, alors largement soutenu par les notables locaux. En décembre 2000, la journaliste Dominique Conil publiait une longue enquête sur Bétarame dans le Vrai Papier Journal, un magazine d'investigation lancé par Carl Zéro, et mentionnait l'élu. Quant au ministre de l'Éducation du moment, il s'abstient de tout commentaire. Calixte, fils de François Bayrou, est en effet élève de Bétarame, écrit-elle notamment. Dans un billet de blog publié en 2009 sur Mediapart, la journaliste va plus loin. Des parents avaient écrit à François Bayrou sans obtenir de réponse. Pas même cette lettre type vous enjoignant de laisser faire la justice, révèle-t-elle. Le fait que Bayrou était totalement réactif m'avait marqué, explique-t-elle aujourd'hui dans ses notes retrouvées pour Mediapart. Elle mentionnait effectivement ses courriers adressés à l'élu, la présence d'Elisabeth Bayrou aux obsèques du mis en cause. Un juge confirme avoir parlé directement à Bayrou. Putain, le mec, il est dans une sauce, mais...
Genre, il y a tout qui converge, quoi, hein. Ah bah, et puis il y a de multiples témoins, il y a enfin, c'est genre, là, ça va être vraiment très, très, très compliqué de dire qu'il y a eu aucun problème dans son attitude, hein. Un juge confirme avoir parlé directement à Bayrou. Dans un article publié en mars 2024, Le Monde révèle que François Bayrou est même directement intervenu dans cette affaire en rencontrant le juge Christian Mirande pour le questionner sur ce dossier, pourtant couvert par le secret de l'instruction. Il est venu me parler toute une après-midi Ça, de cette c'est chaud, affaire. hein. Au début de la procédure, de façon feutrée, il n'arrivait pas à croire que Racard Ricard ait pu avoir un tel comportement déviant. Témoigne le juge. Mais genre, c'est ton rôle de dire ah oui, je pouvais pas y croire, mais c'est pas ton rôle. Enfin, je veux dire, c'est le rôle de la justice, c'est pas le rôle du ministre de l'Éducation de venir faire ça. Enfin. Ouais, puis tu vois, ce truc de pas y croire, ça rentre vraiment, enfin, souvent quand je parle de violences sexuelles, c'est un truc que je répète énormément. Mais il faut sortir de l'idée du monstre, dans la violence sexuelle parce que les violences sexuelles sont commises par des mecs du quotidien et particulièrement par des mecs qui sont en situation de pouvoir. Et là, dans des institutions comme ça, très hiérarchiques où, il y Zoé a a dit une Holmen, hein, mais après elle dit qu'elle est pas essentialiste, hein. ouais, potentially, all men, ouais. Potentiellement, tous les hommes et même potentiellement des femmes, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes qui peuvent se rendre autrices de violences sexuelles. Et dans les victimes, alors les femmes, autrices de violences sexuelles dans les stats, on estime que c'est autour de 2. Peut-être qu'il y a, une petite part un peu sous-estimée, du fait que quand c'est des femmes, on va peut-être moins aller le déclarer. Mais même mettons, si c'est beaucoup plus, peut-être qu'on sera autour de 10. C'est quand même très largement masculin, pas parce que c'est dans les gènes des mecs, mais parce que c'est une affaire de domination et donc que la manière dont on pense les rôles de genre, dont les rôles de genre sont structurés dans les sociétés, fait que on va plus souvent fabriquer des hommes comme des agresseurs, avec cette rhétorique de la pulsion, et cetera, qui n'est pas vrai, parce que si c'était vrai, tous les mecs seraient des agresseurs, ce qui n'est pas le cas, justement. Et donc, le fait de construire cette figure du monstre qui serait des gens pas comme nous, qui eux agressent, c'est-à-dire c'est des mecs avec des lunettes à verre fumé qui se baladent avec des grands imperméables dans les rues sombres pour traquer des enfants. Non, la majorité du temps, c'est des gens qui ont l'air parfaitement normaux. Et donc, ce réflexe qu'on voit toujours, on l'a vu au procès Mazan avec les proches des accusés dont on avait les traces des messages avec le gars qui dit qui veut venir violer ma femme, elle sera endormie, surtout faut pas la réveiller, etc. Qui acceptait de se faire filmer pendant les actes, donc on a les images et on a tous leurs proches qui allaient défiler en disant mais non, c'est un super papa, c'est un super mari, c'est un super pote, etc. Mais en fait, encore une fois, mais ce n'est pas la question. Oui, et tu vois que Beyrouth dise ah je ne peux pas croire ça, etc. En fait, tout ça, c'est des choix de ne pas voir. C'est du déni choisi. Et donc, c'est du déni coupable, hein, à mon sens. Parce que quand on continue à entretenir cette idée que c'est extérieur à nous, que c'est monstrueux, que c'est des gens, ça se voit tout de suite sur leur tête, dans leur attitude et tout, c'est pas vrai. Et là, moi, j'ai envie de pousser encore le bouchon un peu plus Je sais loin. pas à quel point c'est des choix, c'est aussi une structure sociale, tu sais, qui fait que en fait, Mmh, c'est des gars qui ont des préjugés de fous, qui pensent que, oui. il y a des agresseurs, alors c'est souvent en plus des noirs et des arabes, ils sont dangereux, machin, tu vois? Ils ont un truc d'agresseur, tu vois? L'agresseur, il est comme ci, comme ça et ça peut pas être Roger qui est sympa, tu vois? Est-ce Alors, qu'ils l'ont choisi? Je sais pas. Par contre, le fait qu'un ministre de l'éducation ait pas l'éducation pour le coup, pour apprendre justement, pour sortir de ses biais et qu'on lui dise: «Bah non, en fait, ça se passe comme ça dans les violences sexuelles», mais je sais pas à quel point c'est un choix, la conscient, quoi. notion de choix, je la force parce que ce que je veux dire, c'est que c'est un choix politique de laisser les choses continuer comme ça. Et que c'est aussi des choix individuels qu'on fait qui ont des conséquences politiques. Souvent, je dis que c'est la responsabilité de chacun de se mettre à, bon, évidemment, ne pas agresser, mais à choisir de prendre conscience que c'est partout, que statistiquement, il y en a forcément dans votre entourage proche, et donc que c'est un rôle qui nous incombe à nous tous, et notamment vis-à-vis des enfants, de tous nous sentir responsables des enfants qui sont dans notre communauté, dans notre entourage, etc., etc., et d'être attentifs aux signes et d'entendre les signes d'alerte. Moi, je suis désolée, mais quand on est dans une institution où on sait qu'on maltraite gravement les enfants, on leur applique de la violence physique inouïe, des punitions d'humiliation, etc., il semble extrêmement probable que la violence sexuelle aille avec. Parce que c'est des systèmes très hiérarchisés et de domination. Et quand je parle de choix, encore une fois, c'est un choix de l'Église catholique de déplacer les mecs plutôt que de faire en sorte de protéger les enfants. Bien sûr. C'est un choix de préférer la réputation de l'établissement à, au fait d'éclater les structures de domination qui font que des enfants vont vivre avec des traumatismes horribles toute leur vie. C'est des choix politiques, tout ça, et il pourrait ne pas en être.
ça pourrait ne pas se passer comme ça. C'est ça que je veux dire. Et François Bayrou, par le fait d'aller rencontrer le juge, de recevoir plein de signalements, etc., et de ne rien faire, et de venir 30 ans après dire ah, moi, je suis pas au courant, je suis perché, vous pouvez pas m'attraper. Désolée, mais en fait, il y a une forme de complicité là-dedans. Alors, je pose la question, évidemment, je n'affirme rien, mais il faut aussi qu'on interroge à tous notre place dans le système qui rend la violence sexuelle aussi fréquente, dans ce système qui fait que 10% des enfants de ce pays sont victimes de violences sexuelles. Nous avons tous une place, nous avons tous un rôle dans ce système-là. Et François Bayrou en a bien sûr encore plus que nous. Mais c'est pour ça que je parle de choix, c'est que oui, effectivement, la structure influe sur nous. C'est un peu la discussion que vous avez entre individus et société, etc. Oui, on est déterminé par des structures, etc. C'est vrai, mais on a aussi une forme d'agentivité et ça passe par la lutte politique, le militantisme. Moi, mon militantisme sur les violences sexuelles, c'est aussi un militantisme pour forcer les gens à prendre conscience de ce qui se passe et à être obligés de se positionner et à être obligés de faire le choix de sortir de ce déni, de sortir de se laisser faire, voire même de cette complicité. Tu as aussi un truc, je pense, intéressant, c'est que, tu vois, quand on parle des violences physiques qu'il y a là-bas, je pense que ces mecs veulent mettre leurs enfants dans des endroits où il y a de la violence physique parce qu'ils considèrent que ça forge des vraies personnes, parce que voilà, ils sont à la dure et tout, tu vois? Donc mais je pense que pour les violences sexuelles, c'est un peu différent. Tu fous pas ton gamin je pense pas que Bayrou mette son gamin dans une situation de violence sexuelle, sciemment, tu vois? Même si évidemment, dans le fait qu'il ferme les yeux sur tout ça, ça le met en danger son gamin aussi, tu vois? Mais par contre sur les violences physiques, c'est pas prouvable, tu vois? Mais je pense vraiment que dans ces milieux-là et notamment j'en ai déjà vu, tu vois? Des gens qui, pensent que voilà, c'est pas mal d'élever les gamins, un peu violemment, à la douche froide, au pain sec, machin, que ça leur apprend la vie et que, c'est comme ça que plus tard ils réussiront, tu vois? Et les endroits, encore une fois, hein, les endroits où on forge, où on considère que, violenter les enfants et particulièrement violenter les jeunes garçons, parce que c'est des trucs qu'on retrouve dans des ambiances de jeunes garçons, et ça peut se retrouver dans d'autres milieux exclusivement masculins où on considère que la violence est normale, certains milieux sportifs, etc., etc. C'est aussi des endroits où on voit énormément de violences sexuelles entre garçons, et particulièrement d'adultes sur des jeunes garçons, ou de garçons plus grands sur des garçons plus petits. C'est extrêmement fréquent parce qu'en fait, cette vision de on forge un homme par la violence, etc., etc., ça apprend aussi à la personne qui est en situation de domination à devenir un dominant, un prédateur, un possédeur, etc. Et très souvent, il y a des situations de violence sexuelle dans ces endroits-là, mais vraiment, hein, il faut se poser enfin, il faut regarder aussi la prévalence des violences sexuelles dans les milieux du sport de haut niveau, par exemple, avec toute une culture de l'abnégation, la violence, etc., etc. Enfin, des entraînements extrêmement brutaux où on pousse son corps à des limites qui sont énormes, etc. Enfin, vraiment, euh, c'est intrinsèque. Penser qu'on forge des hommes valeureux par la violence entraîne des situations de violence pour eux-mêmes et des situations de mettre les dominants en position d'agresseur, et notamment Mmh. d'agresseur sexuel. Après sur le sport de haut niveau, je sais pas si, on peut à la fois, enfin en fait, je sais pas comment le penser. On peut associer le côté performance à un côté violence, à un côté peut-être violence sexuelle, mais ça me paraît un peu, tu sais, un peu abusif dans le sens où on peut aussi, imaginer un sport où le dépassement justement, et la violence se fait dans un cadre très clair et où du coup, ça circonscrit la violence dans le cadre du sport, tu vois? Par exemple, moi je sais pas, tu joues au basket ou au foot avec quelqu'un, tu vois? Tu te donnes à fond, tu peux même, si c'est voulu par tout le monde et que l'arbitre l'accepte, mettre un coup d'épaule à quelqu'un qui te repousse aussi, tu vois? Sans pour autant que ce soit de la violence, qui soit mauvaise. Parce qu'après le match, en fait, la personne a la c'est il y a une réciprocité si tu veux, c'est dans le cadre de règles et la le et après le match, il y a pas d'animosité entre les gens, tu vois? Alors moi, je te parle de ça, parce que c'est vraiment des travaux que j'ai lus, mais il y a des gens, hein, qui travaillent là-dessus, et notamment, des gens qui font de la recherche, en sciences du sport, et cetera, qui montrent que, heu il y a eu vraiment certaines fédérations sportives où, la violence et la brutalité et l'humiliation faisaient partie de la manière dont on Ah oui, non, mais entraînait ça les ça, je jeunes suis tout à fait non, sportifs, mais et ça, c'est cetera. sûr. Donc Ça, si tu veux, je c'est suis tout à aussi de fait ça dont d'accord. je te parle, et il y a Mais je veux aussi eu dire, des est-ce qu'il faut critiquer en tant que tel le fait de se faire violence, de la performance, de tout ça? C'est possible, hein, non, mais non. j'en suis pas persuadé, tu vois? Mais alors déjà, il y a des encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça, et ça serait intéressant qu'on Mmh. les invite, pour en parler. Mais en fait, il y a une vraie question sur, est-ce que,
Est-ce que, des méthodes très brutales de crier sur le sportif et cetera sont plus efficaces pour le rendre, performant que des méthodes qui sont moins brutales? Mais après, enfin là, je te Ah bah, parle de ça, je suis milieux de d'accord. sport de haut Je niveau parle pas de ça, où mais il y avait une énorme corrélation entre une culture de la brutalité et de l'humiliation et la prévalence des violences sexuelles. Je pense à des équipes de gymnastique, des équipes de patinage artistique, certaines équipes, certains entraîneurs de tennis, hein, enfin, voilà, c'est des cadres précis et qui étaient en général à la fois des agresseurs sexuels et aussi considérés comme ultra violents, mais du coup vénérés par les parents qui, se disaient: «Alors ouais, effectivement, il pousse mon gamin, au bout du bout du bout et mon gamin a l'air de souffrir» et cetera. Mais il y avait une espèce de relation d'emprise qui faisait que le gosse était quasiment, enfin, était hyper dépendant de l'entraîneur et en fait, on apprend 15 ans plus tard que l'entraîneur a violé à peu près, tous les gosses, qu'il a entraînés, quoi. Enfin, il y a vraiment un continuum entre tout ça. oui, oui, non, je suis d'accord. Moi, je te parlais pas de ça, je te parlais de la sublimation, en fait, si tu veux, de la violence dans des sphères qui peuvent être l'art, qui peuvent être le sport, qui peuvent être plein de choses comme ça, où justement, au lieu de passer la violence dans de la violence interpersonnelle, on passe de la violence dans des choses qui sont normées socialement et qui peuvent avoir un intérêt. Mais évidemment, quand on Oui, parle de c'est toi, tu ça. parles presque de management toxique du Oui, sport, c'est ça dont je avec te de la parle. pressurisation. Je te parlais pas Oui, exactement oui, de la c'est même ça chose. dont je te parle et pareil dans la création artistique, tu veux, il y a plein de gens qui se sont cachés derrière la création artistique, pour faire de la giga merde. C'est particulièrement en train de sortir sur le milieu Tu du des noms à cinéma. citer? Ouais, ouais, bah, Oh là 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 notamment, là, elle se transforme en position revue. Vas-y, cite les noms des gens qui font de la giga merde. bah, tu sais, en fait, il y a des choses qui sont sorties quand même dans le milieu du cinéma, sur, tu vois, bah, il y a eu l'histoire de Keshish, hein, où tu vois, Adèle Exarchopoulos, elle a parlé, du tournage du film La vie d'Adèle, heu de, la brutalité du réalisateur et cetera. Il y a toujours une espèce de manière de justifier ça, genre, «Ouais, mais en fait, c'est une nécessité pour l'art, Oui. de maltraiter Ah les bah, oui, oui, acteurs, oui. de maltraiter les personnels et cetera et cetera. C'est une nécessité pour l'art, de faire, des plateaux hyper hiérarchiques où les personnes les plus subordonnées sur les plateaux de tournage prennent super cher, à la fois en termes de harcèlement moral, de pressurisation par le travail et cetera, mais aussi de violence sexuelle». Depardieu, machin, le fait qu'on lui ait passé le fait de foutre sa main, dans les culottes, des maquilleuses et des habilleuses et cetera. Ce réalisateur, qui a fait le film Police, il est super connu, le réalisateur. Attends, je le tape, tout de suite. Mais il y avait aussi Heu, une actrice, tu sais, qui avait témoigné, Stéphane Le Piala. Foilier, il avait fait une capsule par rapport à ça, tu sais, une actrice qui Ouais, avait témoigné justement, heu, de violence, genre je crois qu'elle avait pris une gifle ou un truc comme ça par le réalisateur oui. et quand elle a parlé, en fait, tout s'est retourné contre elle et tout le monde, tu sais, tout le système était fait pour la dénoncer elle en disant, que c'était un peu une hystérique qui mentait ou je sais pas trop quoi et tout et en fait, elle s'était rendue compte que, je crois que c'était, Sophie Marceau qui avait parlé de Oui, de de ça aussi, tu vois? c'est ce que je disais, c'est avec c'est dans le film, elle en parle, où elle s'est fait gifler par Depardieu à la demande du réalisateur, mais à répétition. Le mec l'a battue, en fait, il l'a Oui, battue. oui, oui, oui. Enfin, elle a 19 ans, la gamine, elle raconte ça, et c'est, «Ouais, mais Du coup, tu vois, c'est voilà, tout un système, tu vois? c'est pour la création de l'art», mais si tu veux, c'est ça que je veux dire, c'est que, se cacher derrière la nécessité, de la rigueur éducative dans le milieu scolaire, la nécessité de la performance sportive dans le milieu sportif, la nécessité de la sublimation de l'art dans le milieu artistique, sont des moyens de justifier des systèmes de violence inouïs où c'est toujours les mêmes qui appliquent la violence. C'est-à-dire que c'est, des mecs plus âgés, en général des hommes, même si les femmes peuvent parfois en être autrices, subordonnés sur tous les plans, que ce soit, sur le plan de la hiérarchie, sur le plan de la classe sociale et cetera, qui maltraitent les plus subordonnés dans le truc. Et tu vois, Juliette Binoche, elle a parlé de cette horreur, que lui a fait vivre, Benoît Jacquot, mais elle parle aussi du film qu'elle a vécu avec Doyon, où Doyon, le réalisateur, se comporte d'une manière immonde avec elle, la considère comme un objet, qu'on peut maltraiter, qu'on peut agresser sexuellement et cetera. Enfin voilà, sous prétexte d'art et de performance sportive, tu as vraiment des mecs, enfin c'est ça que je veux dire, c'est quand je critique la violence dans ces trucs-là, c'est que je dis, ce on peut se cacher derrière la soi-disant tâche, au-dessus de tout, qu'on a à réaliser pour se permettre d'être une sombre merde en fait et c'est pas obligé. Moi Ouais, je pense qu'on peut faire de l'art sans être une merde, hein. ouais, ouais, mais justement, je pense que c'est ces discours-là qu'il faut tenir. C'est-à-dire que, moi, si j'avais un peu repris ce que tu disais, en prenant le contre-pied, c'est parce que je voulais pas que ça parte dans une condamnation du sport ou de l'art en tant que tel, même si c'est pas le cas dans ce que tu fais, mais c'est ce qu'on peut entendre des fois tu sais, dans un discours un peu, de,
condamnation de la performance en tant que telle. Je pense que, il y a aussi quelque chose que tu as pas cité, mais je pense que tu penseras comme moi, tu vois? Qui est, la le marché du sport, tu vois? S'il y a des Oui. gens aussi, qui, créent, une ambiance de merde avec, une pressurisation de zinzin et tout, c'est aussi parce que le sport, c'est un marché, parce que gagner, une médaille, une coupe, un match, je sais pas trop quoi, c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Mais c'est pas pour autant que, dans un monde parfait, faudrait pas faire de sport parce que la performance, c'est mal en tant que tel, quoi. Je pense qu'il faut vraiment pas, tomber dans ce discours-là, et qu'il faut avoir, pareil pour l'art. C'est-à-dire que l'art, je pense qu'il y aura toujours des films, il y aura toujours de l'effort pour faire des films. Ce qu'il faut, c'est que cet effort ne soit pas une violence, ne soit pas une reconduction de structures de domination, voire une amplification de tout ça, parce qu'il faut faire de l'argent, parce qu'il faut gagner tel ou tel prix d'une manière malsaine, parce qu'il y a une compétition, comme on a vu par exemple pendant la guerre froide, une compétition inter, entre des pays où du coup Mmh. on va doper des athlètes parfois même contre leur gré, hein, pour essayer Mmh mh. d'aller à la performance, tu vois? Mais bref, je pense qu'on est d'accord sur ça, tu vois? Mais des fois, j'ai du mal ou alors je me dis que des gens qui seraient peut-être pas de bonne foi, tu vois? Mais pourraient entendre ton discours comme un discours de condamnation de la performance en tant que telle, de condamnation de la performance artistique ou sportive en tant que telle et il faut vraiment pas qu'on soit là-dedans, je pense. Et ben ouais, mais tu sais, en médecine, il y a la même chose, hein. Il y a cette espèce d'idée que, en fait, pour enseigner la médecine correctement, il faut humilier, il faut brutaliser. D'ailleurs, c'est pareil, il y a énormément de violence sexuelle dans ces milieux-là aussi, et je suis désolée, mais non, en fait, moi, je pense même que c'est l'inverse. Je pense qu'en faisant ça, en fait, on crée des structures mentales de rapport à l'autre, de rapport aux autres êtres humains et particulièrement à nos patients, qui sont des structures extrêmement brutales et qui ne fabriquent pas des gens qui sont bien. Moi, je pense qu'on peut penser, l'excellence, le dépassement de soi, Bien sûr, je suis le d'accord, déplacement c'est des autres et justement tout, ça, ouais. Mmh. sans violence et sans hiérarchie et justement, charge à nous, politiquement à gauche, de montrer ça et d'inventer des manières, de faire de l'art et cetera qui soient pas, des manières, d'immondes connards, quoi. Je pense que c'est possible. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais de toute façon même de manière générale, dans la science, même aujourd'hui, il y a tout un questionnement par rapport à comment sont produites les connaissances scientifiques, tu sais? Avec notamment, tu sais, la mise en concurrence des chercheurs, que je trouve extrêmement malsaine et qui est même parfois, qui reconduit des logiques libérales, des logiques capitalistes de court terme, tu sais? Entre des équipes de recherche et qui empêche, je pense, de penser des programmes de recherche de long terme, qui vont pas te rapporter forcément des publications, des points, des trucs comme ça à très court terme, comme tu vas faire en publiant plein, plein, plein de petites choses, qui parfois servent à rien. Enfin, moi, le nombre de publications que j'ai vues où c'est des trucs Oui, qu'on sait c'est de la déjà, grosse merde. dont tout le monde se branle, tu Oui, vois? oui, c'est pour avoir les Et où les gens points, se forcent à publier pour avoir des points, oui, c'est oui. extrêmement malsain. Oui, oui. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on sort de ça? Bah, déjà, il faut sortir de cette espèce de concurrence qui est vraiment à l'image du capitalisme, hein. Il y a un vrai rapport entre cette concurrence entre les chercheurs où on dit: «Ah bah oui, mais il y a un système de points et il faut que tu aies plus de points que le voisin et il faut que tu publies plus que le voisin et il faut que tu publies un truc plus sensationnel». Tu sais, ça tu as vraiment une inflation, hem, tu as une inflation, de publications à la con et de mauvais travail, heu, presque forcé, quoi. Et Oui, oui, c'est 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 grave de c'est la merde. c'est assez intéressant d'ailleurs quand tu compares avec la recherche scientifique qu'il y avait il y a 50, 60 ans, elle est très différente, tu vois? Mmh. Alors aujourd'hui, il y a de l'intérêt, des fois de la standardisation de certaines choses, pourquoi pas, tu vois? Mais il y a aussi, heu parfois, on a l'impression qu'en fait, les chercheurs s'autorisent moins à penser aussi, moins à sortir «j'ai la tête dans le guidon et je suis toujours, en train de continuer à faire, de la micro-analyse de je sais pas quoi, parce que j'ai absolument pas le droit de ressortir la tête, d'essayer de comprendre, de m'inspirer de mes confrères, d'essayer de re-questionner des choses». Parce que ça te coûte ça te coûte des papiers, ça te coûte de l'argent au final, tu vois? Parce que derrière les publications, il y a aussi de l'argent, il y a aussi de l'argent de la recherche, tu vois? Si, tu Mmh mh. publies rien pendant 3 ans, en fait, bah, on te dit: «Bah, qu'est-ce que tu fous frérot? Tu as rien fait», tu vois? Alors que tu Mmh mh. pourrais très bien imaginer que, par exemple, pour devenir, le prochain, je sais pas, le prochain Piaget, tu vois? Tu aies besoin, peut-être de faire, Piaget, il fait quoi? Il fait de la logique, tu vois? Il s'intéresse à la logique, il s'intéresse à de l'épistémologie, à des choses comme ça. Bah, c'est des choses où tu publies pas tellement, en fait, tu vois? Mais ça lui permet de repenser le développement de l'enfant, tu vois? C'est intéressant quand même comme truc. Mais, ça, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce serait si faisable que ça, quoi. C'est ça. En fait, la recherche, c'est une excellente manière la manière dont fonctionne la recherche actuellement, c'est une excellente manière
de montrer ce que nous on dit politiquement, c'est-à-dire non, c'est pas vrai que la mise en concurrence ça crée l'excellence, c'est pas vrai, ça a des effets pervers. Non, c'est pas vrai que le privé c'est mieux que le public parce que c'est pareil, ça serait intéressant d'inviter des chercheurs pour parler de ça, mais c'est un délire, hein. Le nombre de thésards qui sont payés par la fac, etc., qui travaillent sur des trucs hyper intéressants et où au final ça se fait racheter au dernier moment par une boîte privée qui a rien fait de l'investissement, c'est tout le public qui a fait l'investissement et qui va breveter les applications derrière. Et derrière, on va aller te raconter que gna gna gna, c'est déficitaire, le privé c'est plus efficace et tout. Non, 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 pas du tout. Je précise qu'il y a Paul Elec dans le chat qui dit qu'il y a un mouvement de mobilisation en ce moment au CNRS, justement. Justement sur ces critères de merde, de publication, etc., qui les empêchent d'orienter la recherche d'une manière qui serait vraiment intéressante et bénéfique pour tout le monde, pour l'avancée des connaissances et donc pour l'avancée des applications concrètes. Vraiment, sur la recherche, il y a plein, plein, plein de trucs à dire et de trucs de gauche. Et là, vraiment, je pense que ça ne fait que valider nos thèses à nous qui sommes marxistes communistes sur la manière de s'organiser. Bref. Ouais, genre, je sais pas comment on est parti à parler de sport et à parler de la recherche, Ça mais nous fera voilà. une autre capsule. Ouais. Et puis quand tu seras plus sur le stream, je ferai une autre capsule. Docteur Zoé refuse qu'on fasse du sport. Cette gauchiste empêche les gens de faire a dit la musculation c'est le fascisme. Alors, Alors, je suis un peu d'accord avec la thèse, la musculation c'est le fascisme, mais après c'est autre chose. Paul Elec précise, c'est les Key Labs, création de pôles d'excellence pour donner l'argent à quelques labos contre les autres. Ouais, voilà, donc c'est des systèmes de mise en concurrence des chercheurs entre eux qui, à la fin, seront de la merde. Et là, il nous link un petit lien de la CGT, de la branche de la CGT du CNRS. Écoute, merci beaucoup, Paul Elec, de relayer les luttes. Communiqué du SNTRS-CGT. Voilà. Paul Elec qui fait partie du Lumpen car il est en sociologie. Et on rappelle que chez Marx, la sociologie fait partie du Lumpen. Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique, CGT. Let's go les camarades. Battez-vous, Aristide battez-vous. Truand qui dit oui, la musculation c'est le corps au service de l'individu et non du collectif. Bon, on va pas partir dans ce débat-là, mais moi j'aime bien ce débat-là, tu vois, de dire que la musculation c'est le fascisme. Bah, moi, je pense que la musculation, c'est une manière. Moi, je le vois à l'échelle individuelle comme des manières aussi de se réapproprier. Enfin, tu veux, c'est tout un tas de trucs. Nous, les meufs, dans nos rapports à nos corps, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, tu vois, quand on décide de modifier nos corps par plein de manières. Et moi, dans ça, je peux mettre le maquillage, je peux mettre. Voilà. Quand on décide de modifier nos corps, euh, à quel moment est la réappropriation et à quel moment est l'aliénation, tu vois, le fait de te conformer à quelque chose. Et tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Mais moi, je pense que dans le rapport à la musculation et l'essor de la musculation actuellement, il y a vraiment aussi vraiment des trucs de l'ordre de la masculinité et de se replacer, tu vois, de se réapproprier aussi son image corporelle, la manière dont on se conçoit, la manière dont on est capable d'avoir la main sur ce qui nous semble ne pas être modifiable, c'est-à-dire notre corps, notre génétique. Tu vois, c'est un truc qui revient beaucoup dans la bouche des masculins. Et je pense qu'il y a aussi une part de ça et une part de quête de masculinité là-dedans. Et donc, moi, je suis toujours dans mon obsession penser les masculinités à gauche. Et je pense pas qu'il faille juste, comment dire, évacuer cette question juste en se disant c'est le corps au service de soi-même, etc. Parce que c'est plus compliqué. Et le rapport de soi à soi, ça peut aussi être un truc qui sert au collectif ensuite. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Ouais, mais c'est que c'est Aristide Truand qui a dit ça dans le chat, c'est un rouge-brun ce gars-là, je pense. Ouais, Aristide Truand, cancel. Hein. Cancel Aristide Truand. Non, c'est qu'on a parlé de recherche, du coup, il est trigger. Allez, on continue parce que là, je ne sais pas où on en est. Ah si, on est bientôt à la fin, tu me diras. Donc, on en est au moment où je sentais qu'il ne fallait pas que je m'attarde sur ce dossier, François Bayrou. Non, donc oui, c'est le juge. C'est le juge qui dit que François Bayrou est venu le voir une après-midi au début de la procédure de façon feutrée. Il n'arrivait pas à croire que Caricart ait eu un tel comportement déviant. Auprès de la République des Pyrénées, le magistrat évoque aussi le climat tendu qui pesait sur lui et l'attitude d'un député UDF des Pyrénées-Atlantiques d'alors.
Je sentais qu'il ne fallait pas que je m'attarde sur ce dossier. François Bayrou a fait la démarche de venir me revoir lorsque le prêtre était en détention, se souvient-il. Il s'inquiétait pour son fils alors scolarisé à Bétarame. Il disait qu'il ne pouvait pas croire que le père Caricart avait fait ce qu'on lui reprochait. Là encore, François Bayrou dément catégoriquement. Je ne connaissais pas le père Caricart, si ce n'est peut-être de vue. C'est nimp, hein. Conteste le Premier ministre au Monde. Jamais je n'ai été au courant de cette histoire à ce moment-là. Je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. Interrogé par Mediapart, le juge Mirande maintient pourtant toutes ces affirmations. Je ne comprends pas pourquoi il dément aujourd'hui. On se connaît, on a même été voisins. Putain, il est dans une sauce à chaque fois. Les gars disent oh, mais je comprends pas et tout. Il venait bouffer chez moi et tout avec le père Caricart et tout. Ils sont un peu comme ça. Non, je ne l'ai jamais vu, sauf une fois au chalet. Ouais, c'est trop ça. À la fin, il y a, il y a des photos de lui avec le mec. Enfin, notre rencontre de l'époque ne portait pas sur autre chose, c'était spécifiquement sur ce dossier, notamment parce que l'un de ses enfants était scolarisé à Notre-Dame de Bétarame. Des années plus tard, le juge raconte avoir revu François Bayrou à l'occasion de l'inauguration d'une église. Il était présent avec l'évêque lorsqu'ils sont venus saluer François Bayrou, lancé voilà un homme dans les mains de qui il ne faut pas tomber. Mmh. Oh là 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 là. Questionné sur tous ces éléments, François Bayrou refuse de s'exprimer. Il a tout de même changé de version dans la presse et reconnaît désormais avoir rencontré le juge Mirande, mais minimise. Jamais, bien entendu, je n'aurais eu l'idée d'interférer avec l'instruction, a précisé aux Parisiens celui qui, malgré la multitude de témoignages, soutient aujourd'hui encore le prêtre disparu. Quant au père Caricart, jamais, à ma connaissance, personne n'avait eu le moindre indice de ce genre de comportement et mes doutes ne sont pas effacés, a-t-il lancé aujourd'hui. A-t-il ajouté. Et ce même, si 3 autres témoignages le visent à nouveau aujourd'hui, ce fameux père Caricart. L'église indemnise, Bayrou fait un deal immobilier avec Bétarame. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais c'est de pire en pire, hein. Le mec, il fait des affaires, en fait. Le déni de François Bayrou associe le spectaculaire qu'il persiste alors même que l'Église catholique a reconnu que des violences sexuelles ont été commises par des religieux à Bétarame. À l'issue d'une enquête canonique enclenchée en 2010, l'une des premières victimes déclarées dans l'établissement, Jean-Marie Delbos, a été indemnisé en 2023 par la commission Reconnaissance et Réparation pour les violences subies dans les années 1950 alors qu'il était adolescent. Aujourd'hui, âgé de 78 ans, l'ancien élève a raconté ses violences à France Bleu en 2024. En 1957 est arrivé un jeune prêtre qui, la nuit, profitait qu'on soit endormi. Il était en soutane, il venait sous les draps, se masturber et faire une Mmh. fellation. Comme on était terrorisés, Mmh. on ne bougeait pas, explique-t-il. Et encore une fois, ils bougeaient pas et les mecs vont te dire ah oui, ils ont pas refusé. Oui, oui, bah, il profite de la sidération des victimes, bon bref, comme d'hab, hein. Quelques années plus tard, la jeune victime s'est confiée à son directeur de conscience, mais l'institution l'a fait passer pour un fou en le Bah oui, faisant comme d'hab. interner dans un hôpital psychiatrique. Ah bah bravo Oh! l'hôpital psychiatrique. La psychiatrie, un PB, hein. Ah, ah, et on va, voilà, on va dire, peut-être que, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'époque. On va faire comme Mmh. avec Bayrou, tu vois? On va pas diffamer la psychiatrie parce que voilà, moi, c'est mon institution, donc j'ai un Oui. rapport un peu, non, Ouais, ouais. Tous les patients qui ont été maltraités, c'est sûrement des menteurs, hein. Ils exactement, l'avaient on ne peut-être sait un peu cherché aussi. mais on sait pas trop, en fait, on sait pas trop. Ouais, on sait pas. De toute façon, Et toi, tu connais pas la psychiatrie, tu étais pas là, non? C'est ça? ah, moi, j'étais pas là, hein. J'étais pas là, je connaissais ni le père Caricart, ni la psychiatrie, On malgré les t'a 120 bouffé. témoignages et les 200 plaintes. Le fait que ma femme soit allée à son enterrement et le fait qu'il allait bouffer chez moi tous les dimanches, mais sinon je connaissais pas le gars, non. Et en le menaçant de saisir les biens de sa grand-mère s'il ébruitait la femme. Quelle dinguerie, hein. C'est quoi cette dinguerie, le C'est des mec qui se fait mafieux, hein. agresser sexuellement, les mecs ils le foutent en psychiatrie et ils disent qu'ils vont saisir les biens de sa grand-mère s'il ébruite la... Non mais C'est c'est horrible, hein. un niveau de chien quoi. C'est horrible, hein. C'est la folie hein. Malgré les alertes à répétition, les liens entre François Bayrou et la congrégation des pères de Bétarame ne se sont jamais distendus. En février 2020, pendant la campagne pour sa réélection à la mairie de Pau, l'actuel Premier ministre annonçait avoir obtenu l'accord de la direction de la communauté pour acheter un bâtiment qui lui appartenait en vue d'y développer une maison municipale, notamment pour l'accueil des femmes en danger. Mmh. L'acquisition a été réalisée dès l'été suivant pour 1,1 million d'euros, suscitant l'enthousiasme du premier magistrat de la ville. Ce sera un lieu de beauté, de calme et de solidarité. Donc, bah voilà, on sait pas trop, on sait pas ce qui s'est passé en tout cas, on sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas juger de l'influence de François Bayrou dans cette histoire, de s'il était au courant ou pas. Lui dit que non, donc c'est sûrement le cas. C'est comme Morandini, on ne sait pas. Je sais pas si tu as un mot à nous dire sur ça pour la fin, Zoé.
Bah, écoute, moi je trouve que François Bayrou se défend aussi bien de cette histoire, qu'il s'est défendu, du fait, de ne pas être allé, à Mayotte, après cette catastrophe, naturelle, sans précédent, mais d'avoir préféré prendre un jet privé, à 12 000 balles, pour aller au conseil municipal de Pau, pour discuter des horaires d'ouverture, de la piscine. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter des horaires d'ouverture de la piscine, mais je ne suis pas tout à fait sûre, que ça soit le rôle d'un Premier ministre et surtout que ça vaille le coup de dépenser 12 000 fucking balles, pour ça, n'est-ce pas? Et le gars, était là, comme un débile à l'Assemblée nationale, il s'était creusé la tête avec ses communicants et tout. Donc là, ils ont dû se creuser la tête aussi et ils se sont dit: «Non François, on tente rien. Dis juste que tu te souviens de rien, ça passera mieux parce qu'après si tu tentes de te justifier et tout, ça va être encore pire François». Et là, François, sur l'histoire du conseil municipal de Pau, il est là, il est accroché à son micro, il fait, «Oui, ben moi je suis ancré dans les territoires, vous, vous êtes des Parisiens». Tu là: «Non mec, c'est ça la seule ligne de défense que tu as trouvée, mais dans ces cas-là, mec, enfin, c'est pareil, tu aurais dû juste mentir, quoi, dire: «Non, je suis pas allé à Pau, je connais pas Pau, d'ailleurs, c'est quoi cette ville? J'y suis jamais allé et tout», enfin. Bref, François Bayrou, un PB, hein. François Bayrou, un PB, et puis François Bayrou, en plus, tu vois, c'est vraiment le mec nul en plus. Tu sais, il est même Il est pas nul à doué dans, chier! tu sais, Nul à dans chier, sa, putain! dans ses trucs foireux, mafieux et tout. Tu sais, Mais c'est pas oui! Sarkozy le gars, tu vois. C'est François Bayrou, quoi. Le mec, il se fait griller au premier mensonge. Ouais, même Putain, Sarkozy, il est c'est. nul, hein, mais Oui, Sarkozy, il est nul, mais il a atteint lui-même son poste. Il a failli faire le hold-up, tu vois. Il a ouais, failli faire 2 mandats. Il est quand même moins nul, quoi. Moi, je trouve ouais, qu'il est ouais, moins non, nul. Bayrou, c'est vraiment mais en même temps, qui accepterait de devenir Premier ministre en ce moment, tu vois? À part un gros naze. Ah oui, bah oui, Peut-être oui, oui. et et du coup, il est tellement naze que peut-être qu'il a couvert, des agissements, pédocriminels des enfers. Bravo François, hein. Félicitations. Ouais, bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, Paduring, PASDUHRING, à celle de Zoé, Docteur-du-bas Zoé-du-bas YouTube, sa nouvelle chaîne, hein, sa première et nouvelle chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à nos Twitter et à nos Blue Sky, et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut. Salut.